Laissez Félix Tshisekedi tranquille. On doit attaquer qui? Attaquez Madame Simounou avec son gouvernement parce que c'est eux qui doivent répondre aux difficultés auxquelles la population a fait face. Le gouvernement ne vient pas apprendre des gens en fonction. Non, on ne vient pas apprendre au gouvernement. C'est une déception, même pour cette fille qui est au ministère de la Jeunesse. Cette fille-là, comment elle s'appelle déjà? Passe aux enjeux de l'ère. Quelles sont les attributions du ministre de la Justice? Comment pouvons-nous définir le ministère de la Justice actuellement à la République démocratique du Congo, puisque tout le monde dit que le ministre de la Justice accaparé de tout affaire judiciaire. Bilan à mi-parcours, évaluation gouvernement soumis après 75 jours de prestations. Que devons-nous retenir de ce gouvernement? Gouvernement provincial Kinshasa, Daniel Bumba à la tête de la capitale. À quand les résultats palpables? Les Tunois attendent et attendent. Chers fidèles téléspectateurs, messieurs et dames, bienvenue. Merci de nous recevoir dans cette édition spéciale. C'est des parties. La première partie sera confiée à qui dispose la loi. Nous allons décortiquer cette partie qui concerne la justice, puisque nous devons s'imprégner des notions judiciaires. La masse du monde, c'est quoi les prérogatives réelles du ministre de la Justice qui est Constant Mutamba. Pour ce faire, je reçois sur ce plateau, bien, je suis avec le juriste et maître John Sassongo. Il est juriste et puis porte-parole national de la Ligue des jeunes forces des patriotes de la République démocratique du Congo, parti cher au président Honoré Voulacheche Sali, monsieur John Sassongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Arcel. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est pour moi un plaisir et un honneur de Merci. Le plaisir est partagé. On n'a un seul principe, pardon. On n'insiste pas. Vous êtes juriste, vous connaissez obligatoirement les notions humaines. Donc, on n'insiste pas. Au moins, on doit dire la vérité telle que vous le voyez. Nous débutons très bien. Nous débutons avec la grande partie qui est confiée à qui dispose la loi. Qui dispose de la loi, c'est une émission canonique dont ça nous aide à s'imprégner des notions judiciaires. Nous débutons avec ces fameux sujets qui est les enjeux de l'ère. Quelles sont réellement les attributions du ministère de la Justice ou bien du ministre de la Justice? Mais avant tout débutons, comment pouvons-nous définir les ministères de la Justice? Merci de la question, monsieur Arcel. Je vous remercie sincèrement, surtout pour l'intérêt que vous attachez à cette grande émission. C'est pour moi un honneur, et en tout cas, de prendre part à cet échange qui est d'une envergure considérable. Et votre question, elle est très pertinente, très pertinente, parce que ça fait déjà un moment que je suis à l'écoute de plusieurs interventions de part et d'autre. J'ai plusieurs fois suivi les sorties médiatiques du ministre de la Justice, M. Constant Mutamba. Et j'ai suivi également plusieurs communicateurs qui interviennent sur des questions de justice dans les différents plateaux d'émission. Et parfois, lorsque je prends le temps de réfléchir après avoir suivi toutes ces interventions, je me pose la question si nous avons tous la même perception du ministre de la Justice dans un État comme le nôtre. Parce qu'évidemment, j'ai suivi plusieurs interventions qui m'ont donné l'impression qu'avec cette manière de penser, avec cette manière de croire que le ministre de la Justice est capable de telle ou telle autre chose, nous sommes en train de conduire M. Constant Mutamba non seulement dans une erreur, nous sommes en train de l'inciter à certains abus de pouvoir. Très bien. Parce qu'évidemment, la perception que le public ou l'opinion nationale a sur M. Constant Mutamba, cette opinion est dans une contradiction avec ce que les règles qui nous régissent établissent, voyez-vous. Je vais essayer de vous faire comprendre une chose. Nous sommes dans un état de droit, ça vous devez savoir. Un état de droit, c'est un état qui est régi par des principes. Très bien. Et premièrement, nous sommes régis par un principe qui est sacro-saint, le principe de la séparation de pouvoir. C'est qu'évidemment, le principe de la séparation de pouvoir, c'est un principe qui repose sur la répartition des fonctions. C'est qu'évidemment, le pouvoir politique qui est un seul pouvoir, ce pouvoir a été réfléchi par Montesquieu dans le sens de la séparation des pouvoirs pour éviter certains abus
qui s'est fait sentir lorsque ce Donc, pouvoir... la séparation du pouvoir permet qu'un ministre s'occupe de ce qui est son secteur. Non seulement un ministre, parce que la séparation du pouvoir intervient dans la séparation du pouvoir de l'État. Parce que le pouvoir de l'État est un. Nous avons qu'un seul État et son pouvoir est un. Mais pour éviter que ce pouvoir soit géré par une seule personne, on répartit ce pouvoir, voyez-vous. On les répartit dans les différents organes, mais c'est toujours le même pouvoir, voyez-vous, pour éviter que ce pouvoir soit utilisé par une personne qui peut en abuser. Par exemple, le pouvoir législatif est là, bien évidemment, pour légiférer de lois. Et lorsque on parle du Parlement. Bien évidemment, le Parlement, c'est pour la législation de lois. Et le pouvoir exécutif est là pour exécuter ces lois et le pouvoir judiciaire est là pour faire respecter les lois, voyez-vous. Donc, il y a une répartition et chacun de ces organes a une attribution qui est distincte des autres organes. Très bien. Alors, si vous venez, ou si vous avez, je sais que vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez l'habitude de lire notre Constitution, vous allez comprendre que la Constitution est très claire sur cette question. La Constitution dit que le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Ce qu'évidemment, si vous lisez la Constitution, vous allez comprendre que l'indépendance dont il est question, c'est une indépendance qui est reconnue aux cours et tribunaux. Très bien. C'est qu'évidemment, le parquet ne fait plus partie du pouvoir judiciaire. Dans les parquets, est en dehors de l'institution cours et tribunaux. Évidemment, le parquet ne fait plus partie. Donc, lorsqu'on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, vous devez comprendre que le parquet n'est pas indépendant du pouvoir judiciaire. C'est un peu d'expliquer. Apparemment, c'est très technique. Je vais vous expliquer. Vous savez, c'est la constitution que Kabila a voulu. Et c'est la forme de justice que Joseph Kabila a voulu pour notre État. Alors qu'évidemment, le parquet, c'est un organe du pouvoir judiciaire. Le parquet... Mais il devait être inclus dans les cours et tribunaux, bien évidemment. Bien évidemment, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé que je vais vous expliquer. Parce qu'évidemment, on voulait à ce que le pouvoir judiciaire qui est indépendant ne soit pas totalement indépendant. Par les acteurs politiques, bien évidemment, qui voulaient avoir une mainmise dans notre justice. C'est ça même le plus grand problème que nous avons dans notre pays. Alors, lorsqu'on parle du parquet, le magistrat de parquet, on les considère comme le détenteur de l'action publique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a commission de l'infraction, c'est le magistrat du parquet qui est chargé de chercher les infractions et de traduire les délinquants ou les présumés devant les cours et tribunaux pour que les magistrats de siège disent le droit et rendent des décisions de justice. Ce que l'infraction qui peut être commise ici, le magistrat du parquet a le pouvoir au nom du principe de l'opportunité de poursuite de voir si Arcel a commis une infraction qui nécessite vraiment d'être traduite devant la justice. Ce que pour que le tribunal puisse être saisi d'une affaire, dans certaines matières bien définies, il faut que le ministère public les saisisse. Très bien. Ou lorsque je me sens lésé dans mes droits, si je veux à ce que la justice me rétablisse dans ce qui me revient de droit, la possibilité qui m'est accordée, c'est de saisir la justice. Je saisis la justice soit par citation directe ou par le canal du ministère public qui est le magistrat de parquet. Alors, en lisant la Constitution, vous comprenez que le parquet ne fait plus partie du pouvoir judiciaire. Parce que la Constitution dit que l'indépendance du pouvoir judiciaire est reconnue aux cours et tribunaux. C'est-à-dire que les juges qui sont censés rendre les décisions de justice, ces juges-là, dans l'administration de la justice, ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Les parquets n'est pas reconnu aux cours et tribunaux. Maintenant, les parquets, eux, dans quelle institution? Puisque nous avons contre institution de l'État, là, c'est une question très technique qui mérite des bonnes réponses. Oui. Les parquets, on a la présidence, on a le gouvernement, on a les parlements. Et puis, la dernière institution, c'est les cours et tribunaux. Maintenant, les parquets siègent où réellement dans les 4 différentes institutions? C'est une très belle question. Lorsque vous lisez la loi de 2013, la loi organique de 2013 qui porte sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, au niveau de l'article 70, c'est très clair. On dit que le ministère public, c'est-à-dire le parquet, est maintenant sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions. C'est que le parquet, le magistrat de parquet, donc disons que le parquet fait partie maintenant du pouvoir exécutif. Très bien. Donc, c'est aussi la question de l'air. Les parquets,
au sol du ministre de la Justice. Ok, c'est ce que la loi a voulu. La loi a voulu à ce que le parti ne fasse plus partie du pouvoir judiciaire et qu'il soit dorénavant attaché au ministère de la Justice. Très bien. Voyez-vous. Mais il y a quelque chose que M. Constant Mutamba, la population doit comprendre. Bien que le parquet est sous l'autorité ou sous tutelle du ministère de la Justice, vous devez comprendre que le ministre de la Justice n'a pas un pouvoir de veto sur le parquet. Non, le ministre de la Justice a un pouvoir d'injonction sur le magistrat de parquet. Pouvoir d'injonction sur le magistrat de parquet. Mais non, l'injonction, dans un langage juridique, est complètement différent de l'injonction dans un sens étymologique. Voyez-vous? Lorsqu'on parle de l'injonction dans un sens normal, donc je vais dire dans un sens étymologique, lorsqu'on dit que telle personne vous donne des injonctions, c'est-à-dire que la personne vous donne des ordres. Vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça. Non, ce n'est pas ça l'injonction. L'injonction doit être judiciaire. L'injonction doit respecter les règles. Dans un entendement juridique, lorsqu'on dit que le ministre de la Justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet, c'est-à-dire que lorsque le ministre de la Justice constate qu'il y a un cas, par exemple, de détournement dans tel ou tel autre ministère, le ministre de la Justice a la possibilité de demander le magistrat de parquet d'ouvrir un dossier. Des enquêtes. Pour regarder si réellement c'est qu'on reproche à telle ou telle autre personnalité, c'est vrai. Très bien. Voyez-vous, c'est ça un pouvoir d'injonction. Et c'est pourquoi on dit que bien qu'il a un pouvoir d'injonction sur le parquet, bien qu'il a cette possibilité de demander le magistrat de parquet d'ouvrir un dossier à l'égard de telle ou telle autre personne, le ministère public, qui est le magistrat de parquet, a la possibilité de donner même un avis contraire à celui du ministre de la Justice sur un dossier qu'il lui a demandé d'ouvrir. C'est-à-dire si le ministre de la Justice demande à un magistrat de parquet d'ouvrir un dossier contre Arcel, c'est que au nom du principe de l'opportunité des poursuites, lorsque le ministère public, qui est le magistrat de parquet, analyse le dossier, il trouve que dans le charge d'Arcel, il n'y a pas de greffe que prouve à toute suffisance qu'il est auteur ou co-auteur de telle ou telle autre infraction. Le ministère public a la possibilité de vous demander de regagner votre maison tranquillement. Très bien. Même si le ministre de la Justice voudrait à ce que vous soyez traduit devant le juge. Mais si le ministère public estime qu'il y a une opportunité de vous traduire devant la justice, il peut vous demander de regagner la maison. Pourquoi? Parce que le ministère public, dans un procès pénal, est considéré comme l'une des parties au procès. Lorsqu'on traduit quelqu'un devant la justice, le magistrat de parquet, dans un procès pénal, est considéré comme une partie qui accuse. Parce que c'est lui qui vous accuse devant le juge. C'est lui qui dit que vous avez volé. Et comme il vous dit qu'il a volé, que vous avez volé, le magistrat de parquet a la possibilité ou la responsabilité, bien évidemment, d'éprouver réellement qu'il y a eu vol ou détournement. Alors, lorsqu'il trouve qu'il n'a pas suffisamment de preuves... Mais les magistrats de parquet, admettons, je vous porte plainte. Moi, je suis une partie, vous également. Oui. Il y aura obligatoirement le magistrat du parquet sera dans ces procès. Maintenant, dans le sens, le magistrat du parquet sera pour qui et contre qui, ou bien il sera au milieu de... Le magistrat de parquet est le garant. C'est le gardien de l'ordre public. Lorsqu'il y a commission de l'infraction, c'est qu'il y a trouble de l'ordre public. Et lorsque vous troublez l'ordre public dans un procès pénal, lorsqu'on vous poursuit devant le juge, le ministère public est du côté de la République. Lui, il défend les intérêts de la République. Très bien. C'est lui qui vous accuse qui est réellement Arcel à détourner ou à troubler l'ordre public. Voyez-vous? C'est le ministère public, le magistrat de parquet, en fait. Alors, si le magistrat de parquet, même s'il a reçu l'instruction du ministre de la Justice qui saisit bien évidemment le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel, estime qu'il y a une opportunité de vous traduire devant le juge, il peut facilement vous demander de gagner la maison. Alors, ce que la population doit comprendre, c'est que le ministre de la Justice n'a pas un pouvoir sur l'appareil judiciaire. Non. Les juges qui sont chargés d'administrer les décisions de justice,
Ces juges ne sont pas sous l'autorité du ministre de la Justice. Parce qu'ils font partie d'un organe différent du ministre de la Justice. Très bien. Et sont du pouvoir judiciaire qui est indépendant du pouvoir exécutif. Qui sont dans les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux ne sont pas sous l'autorité du ministre de la Justice. Constant Tamba n'a aucun ordre à donner à un juge de tribunal de paix. Il n'en a pas. Il n'a pas de pouvoir. Mais là, le pouvoir de donner un ordre au magistrat, c'est déjà au ministère public. Non, il n'a pas aussi un ordre à donner. Lorsque vous parlez de l'ordre, mais plutôt une injonction. il a un pouvoir d'injonction. L'injonction, même pour exercer ce pouvoir d'injonction, il doit saisir le procureur général près la cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel. Même pour donner cette injonction, il faut une procédure. Il y a une procédure à respecter. Lui ne peut pas vous dire non, monsieur, vous êtes procureur, vous êtes magistrat après le tribunal de paix, directement ouvrez le... Non, 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 c'est pas comme ça. Il doit respecter la procédure qui est établie. De la procédure, c'est... Lorsque vous lisez l'article 70 de la loi organique de 2013, vous allez comprendre qu'il exerce ce pouvoir d'injonction en saisissant, bien évidemment, le procureur général près la cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel. Sur l'affaire de la libération de plus de 400 personnes à la prison centrale de Makala, c'est illégal en regardant, par rapport à tout ce que vous dites, libération, les magistrats de l'autre côté contestent, ils devraient suivre la procédure telle que vous venez de nous dire. Est-ce que le ministre de la Justice a le pouvoir ou bien a les prérogatives de libérer les prisonniers? Vous savez, lorsqu'on condamne quelqu'un devant la justice, cher Arcel, vous devez comprendre, lorsque vous êtes traduit devant le juge et que vous êtes condamné au premier ressort ou au premier degré, la justice de notre pays est très bien organisée. C'est-à-dire que lorsque le magistrat de parquet vous accuse devant le juge, il vous dit vous avez détourné, et que vous vous présentez devant le juge, il présente toutes les preuves, n'est-ce pas, qui prouvent à toute suffisance que Arcel a détourné l'argent, et que vous êtes condamné au premier degré. La justice vous donne la possibilité, vous, de saisir une autre juridiction si vous n'êtes pas satisfait de la décision qui a été rendue au premier degré. Très bien. Si vous saisissez, si vous allez bien sûr en appel, et qu'évidemment, vous n'êtes pas toujours satisfait de la décision qui est rendue même au deuxième degré, il y a encore une procédure, c'est-à-dire de voie des recours extraordinaires qui vous est accordée, de saisir d'autres juridictions pour que le même dossier soit, ou la décision de la justice, soit analysée ou étudiée par d'autres juridictions. C'est que lorsque vous arrivez à épuiser toutes vos voies de recours et que vous êtes condamné, et que la décision de la justice est revêtue de la force de la chose jugée, M. Constant Tamba n'a pas un pouvoir de venir vous libérer. Mais, ok, donc la libération doit être vêtue, on peut dire, de la manière dont les personnes ont été condamnées. Bien, il faut que... Parce qu'il y a aussi un problème. Le problème, c'est de savoir qui ont été libérés par M. Constant Tamba. Est-ce que de personnes qui étaient déjà condamnées, qui étaient bien évidemment devant le juge, et puis ils sont... Mais la faute revient toujours au magistrat. Comment une personne peut être à la prison centrale sans pourtant être condamnée? Vous savez, le problème, c'est que le magistrat de parquet, il a un pouvoir de vous priver de votre liberté. Mais selon les lois en vigueur... Je vous dis ceci. Le magistrat de parquet n'a pas le pouvoir de vous condamner. Mais il a le pouvoir de vous priver de votre liberté. Je vous explique. Privé de votre liberté, essayez un peu de vous expliquer. Le magistrat de parquet, lorsque on vous arrête devant le parquet, ou vous êtes invité devant le parquet pour être auditionné, et que finalement il découvre peut-être qu'il y a des indices de culpabilité à votre charge, ou qu'il a besoin de vous garder pour des raisons d'enquête, il peut décider de vous regarder pour un temps. Et plus il vous garde, plus il vous prive. Le temps de la détention sera déterminé ou indéterminé. Il y a une durée qui est établie par la loi. Mais il y a aussi une détention préventive qui peut aller au-delà de 2 mois. Très bien. C'est possible. Pour des raisons d'enquête, bien évidemment. Il y a une détention qui peut aller au-delà de 2 mois. Mais il y a aussi un problème d'abus au niveau de certains parquets de notre pays où certains magistrats arrivent à vous garder au-delà même des délais qui sont prévus par la loi. Et lorsque le ministre de la Justice,
qui est l'organe chargé, bien évidemment, de réguler ce secteur de la justice, arrive à découvrir ce genre d'abus, la possibilité de vous accorder votre liberté. Donc si les magistrats vous mettent sous une détention, présentement, ils vous arrêtent arbitrairement. Tel que vous avez dit, les ministres de la justice peuvent vous libérer. Sans pourtant consulter les magistrats qui vous ont mis en détention. Mais avant de vous libérer, c'est en concertation avec le magistrat. Et lorsqu'il trouve qu'évidemment, il y a une opportunité. Mais la question revient sur cet endroit. Plusieurs détenus qui ont été relâchés ils ont été relâchés sans l'approbation des magistrats. Le ministre n'a pas consulté les magistrats. Du coup, le ministre a pris une décision unilatérale, libérer les prisonniers. C'est ça, le ministre est dans l'illégalité ou le ministre a fait ce qui était ses prérogatives. C'est pourquoi je suis en train de dire que vous êtes en train de pousser M. Constant Moutamba aux abus. Pousser? Vous êtes en train de l'inciter. Non, mais le communicateur, en fait, et la population qui ne maîtrise pas le fonctionnement de notre appareil. Actuellement, il n'est pas dans l'habit. Monsieur Constant Moutamba n'a pas le pouvoir d'aller au niveau des prisons centrales de Makala et puis faire sortir des prévenus sans avoir consulté les magistrats qui sont bien évidemment... parce que l'institution prison centrale est régie ou dirigée par un directeur de prison. Avant que quelqu'un soit mis au niveau de la prison, il y a une procédure qu'on respecte. L'enregistrement des prisonniers. Et lorsqu'on arrive à amener quelqu'un jusqu'au niveau de la prison, c'est qu'il y a une raison valable. Avant de déclarer qu'il doit être libéré, il faut évidemment saisir d'abord celui qui l'a mis en prison pour savoir pourquoi il est là. Si on vous explique qu'il est là pour telle ou telle raison et vous estimez que la raison n'est pas fondée, à ce moment-là, vous pouvez, de commun accord, prendre une décision, délibérer ceux qui ne sont pas dans une position d'être maintenus en prison. Mais le ministre de la Justice ne peut pas se permettre d'aller au niveau de la prison de Makala et vous dire « toi tu fais quoi ici et toi tu sors ». Non, il n'a pas ce pouvoir-là. C'est de l'usurpation des fonctions. Très bien. Donc selon vous, le ministre actuellement est dans l'habit. Il est en train d'abuser. Il est en train d'abuser parce qu'évidemment... Qui peut recadrer le ministre de la Justice? Le ministre de la Justice est redevable puisque les magistrats, on nous dit, sont redevables au ministre de la Justice. C'est pour ça que le ministre de la Justice prend des décisions sur... Non, écoutez, les magistrats ne sont pas redevables au ministre. Écoutez, les magistrats sont régis par un organe qui est complètement différent du ministère de la Justice. Les conseils supérieurs de la magistrature. C'est que Constant Moutamba tel qu'il est, il n'a pas le pouvoir de suspendre un magistrat. Ok. Constant Moutamba n'a pas un pouvoir de révoquer un magistrat. Constant Moutamba n'a pas un pouvoir de blâmer un magistrat. Constant Moutamba n'a pas un pouvoir d'imposer son avis à un magistrat. Il n'en a pas. Même sur un policier non plus. Je te dis ceci. Le seul organe compétent à blâmer un magistrat, à le révoquer, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui saisit bien évidemment le président de la République. Parce que les magistrats sont bel et bien nommés par une ordonnance. Constant Moutamba n'a pas cette compétence. Il n'a pas cette compétence-là. Donc, si vous n'avez pas la compétence de révoquer, parce que ici nous sommes dans le cadre du principe de parallélisme des fonds et des formes. C'est l'autorité qui nomme qui a le pouvoir de révoquer. Constant Moutamba ne nomme pas des magistrats. C'est le président de la République qui révoquer un magistrat. Oui, la révocation du président de la République, elle est bien évidemment officielle. Mais la révocation substantielle, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Très bien. Donc, le seul organe qui est censé blâmer, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas Constant Moutamba. Et donc, le Constant Moutamba est très limité, en vertu certainement des dispositions qui régissent l'appareil judiciaire. Il est très limité. Sur question de loi, les magistrats, vous avez dit, ils sont redevables au Conseil supérieur de la magistrature. En retour, Constant Moutamba, qui est le ministre de la Justice, si ça, je suis comme s'il est dans l'illégalité, tu dois les recadrer juridiquement. Vous savez, il n'est pas le premier. Je vous rappelle que Tundayaka Sende était presque dans les mêmes abus. Parce qu'il avait très mal interprété l'article 70 de la loi organique que je venais d'évoquer tout à l'heure. Tundayaka Sende avait saisi le Conseil d'État en interprétation de cette disposition. Parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il devait faire
avec ce pouvoir d'injonction qui lui a été reconnu par la loi de 2013. Et il a été recadré. Constant Moutamba, s'il ne maîtrise pas ses attributions, je lui donne un conseil, qu'il saisisse le Conseil d'État. Donc, actuellement, question de loi, Constant Moutamba a une seule prérogative d'injonction. Et cette injonction doit s'ouvrir les procédures. Il a un pouvoir d'injonction. C'est-à-dire, il a un pouvoir de demander au procureur général près la Cour de cassation, de demander à un magistrat d'ouvrir un dossier contre telle ou telle autre personne, peut-être qu'il a soupçonné, qu'il a détourné. Injonction, là, c'est en termes de demande, en fait. Ok. Peut-être ça posait pour plusieurs personnes parce que l'injonction, c'est un ordre. Non, il ne donne pas aux ordres aux magistrats. Faites ceci, non. C'est une demande. Est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir un dossier contre tel... Avec beaucoup de respect. Et d'élégance aussi, et beaucoup d'humilité. Très bien. Mais c'était la partie canonique, la partie judiciaire. On a invité parmi le nom des personnes puisque c'était la partie scientifique qui méritait des réponses scientifiques. Voilà, nous coulons vers la deuxième partie, c'est la partie politique. Maintenant, voyons les choses au-delà. Nous sommes plus dans la partie scientifique, nous sommes dans la politique. Constant Moutamba, qui est inclus dans le gouvernement Sumima. Parlons directement en général, bilan à mi-parcours, évaluation gouvernement Sumima. Après 75 jours de prestations, que devons-nous retenir selon votre lecture? Vous êtes un citoyen congolais, vous êtes juriste, vous êtes communicateur, analyste politique. Qu'avez-vous retenir 75 jours depuis que le gouvernement Sumima a été investi le 12 juin dernier au palais du peuple, précisément à la chambre basse du Parlement qui est l'Assemblée nationale? Ce que je peux retenir ou ce que je retiens de ce gouvernement depuis qu'il est investi, c'est la déception. La déception? Je retiens que la déception et aussi le mauvais service que ce gouvernement est en train de rendre au président de la République. Tout le monde, sans exception? Sans exception aucune. Écoutez, nous sommes dans un pays... Arcel, je t'apprécie beaucoup parce que tu es un jeune de cette nouvelle génération et évidemment, dans certaines émissions que j'ai eu à suivre, tu as une perspective complètement différente. Merci infiniment. C'est ce qui prouve à toute suffisance qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de venir et qui donne l'espoir. Parfait. Et je voudrais ici vous demander que vous avez la responsabilité d'expliquer à notre peuple le fonctionnement de notre pays. Très bien. Il faut que la jeunesse que nous sommes, nous comprenions comment notre pays fonctionne. Comment fonctionne? C'est aussi les moments où vous recevez actuellement. Lorsque vous recevez... Vous êtes un journal d'investigation. Allez-y partout ici. Posez seulement une question à n'importe quel Congolais, une maman, un jeune, un papa. Demandez-lui comment le pays fonctionne. Il vous dira que Félix ne fait rien. Vous avez cité ça, non? J'ai dit ça. Pourquoi? Parce que dans le schéma mental de tout Congolais, c'est lui qui est censé répondre à toutes les préoccupations des Congolais, c'est le président de la République. Très bien. Dans les schémas puisque c'est le président qui sera redevable à la fin de son mandat. Le président n'est pas redevable. À la population non plus. Le président n'est pas redevable, c'est-à-dire c'est la population. Je vais vous expliquer. La constitution de notre pays, la constitution que nous avons, a voulu de nous ou a voulu nous donner un président qui est irresponsable. Qui est irresponsable? C'est la constitution qui a voulu que notre pays, qui est le Congo, ait un président irresponsable. Expliquez-nous. Lorsque vous lisez la Constitution, vous comprenez que le président de la République est dépouillé de tous ses pouvoirs. Le président, en réalité, n'a pas plus de pouvoir que le Premier ministre. Le président de la République. Je vais vous expliquer. Très bien. Lorsque vous lisez la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui définit et qui conduit la politique de la nation. Ce n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre. Le pouvoir de définir la politique du gouvernement qui repose sur les difficultés auxquelles la population fait face. C'est le Premier ministre qui Mais voilà définit. pourquoi, s'il vous plaît, voilà pourquoi le Premier ministre, c'est lui qui mène tout un programme du gouvernement. C'est ça, non? C'est lui qui gère la politique des mandats du président. Mais voilà pourquoi le Premier ministre n'est jamais été élu. C'est la nomination des chefs de l'État. Je vais vous expliquer. La nomination du Premier ministre par le président de la République n'est pas un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Ce n'est pas comme en France. En France,
la nomination du Premier ministre est un pouvoir discrétionnaire du président français. C'est que Macron, tel qu'il est, il a la possibilité de te nommer aujourd'hui. Si il n'a pas besoin de consultation. Non, il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit pour te nommer Premier ministre. C'est un pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Chez nous, pour être Premier ministre, tu dois faire partie de la majorité parlementaire. C'est qu'il y a une procédure qui est établie. Très bien. Tu peux ne pas être de la majorité, du pouvoir en place ou de la famille présidentielle. Tu peux ne pas être de l'UDPS, mais tant que tu fais partie de la majorité parlementaire, tu as la possibilité de devenir Premier ministre. Je vais vous expliquer. Il faut que les Congolais comprennent que la personne qui définit et qui conduit la politique de notre pays, c'est le Premier ministre. Normalement, on ne doit pas s'intéresser au président de la République. En réalité, l'institution qui devait subir notre pression, c'est le gouvernement. Très bien. En réalité, c'est le gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui définit la politique. Et cette politique qu'il définit repose sur les problèmes auxquels les Congolais font face. Nous avons un problème de taux de dollar qui monte. Nous avons un problème d'électricité. Nous avons des problèmes de l'eau, de route et tout ça. C'est le gouvernement qui définit sa politique. Sa politique repose sur des solutions qui viennent certainement répondre aux difficultés des populations. Okay. Voilà pourquoi, avant que le gouvernement entre en fonction, même si le Premier ministre est nommé par le président de la République, ce Premier ministre a la possibilité ou a le devoir de se présenter devant l'Assemblée nationale pour présenter son plan, son projet de société. Sans pourtant voir le gouvernement en place. Il ne peut pas entrer en fonction, même s'il est nommé par le président de la République, sans avoir passé devant le représentant du peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Ok, je vois. Pourquoi? Parce qu'évidemment, nous sommes dans une démocratie représentative, où le peuple n'a pas la possibilité d'exercer la démocratie directe. On exerce cette démocratie, bien évidemment, par l'entremise de nos représentants qui sont les députés nationaux. Lorsque les députés nationaux sont convaincus qu'évidemment le projet du gouvernement repose sur les difficultés de la population, c'est à ce moment-là que le gouvernement bénéficie de l'Assemblée nationale, l'investiture, qui est la confiance. Vous comprenez? Et lorsque le gouvernement est investi, le gouvernement ne vient pas apprendre des gens en fonction. Non, on ne vient pas apprendre au gouvernement. C'est une déception, même pour cette fille qui est au ministère de la Jeunesse. Cette fille-là, comment elle s'appelle déjà? Mais là, cette fille, s'il vous plaît, c'est une excellence. Oh. Non, c'est une ministre, comment vous pouvez dire cette fille? Elle n'est pas du ministère de la Jeunesse? Si. Mais où est le problème? Si mais je dis cette fille. Mais c'est une fille. C'est une maman? Bien sûr, mais il faut du respect. C'est une ministre. Dans la manière dont vous avez appelé, apparemment, le mot est très... Bon, pas le mot, mais les tons. Les tons. Ça sent la... Quel est le problème avec ce que j'ai dit? C'est le ministère de la Jeunesse qui est censé être... Je veux dire, la demoiselle, cette fille, apparemment... Oh, je ne comprends pas. Je suis en train d'évoquer le cas du ministère de la Jeunesse. Et ce ministère est dirigé par une jeune fille. Par cette fille-là, peut-être que je viens de dire. Elle pose la... Aujourd'hui, j'ai suivi, elle est en train d'organiser une campagne Topé sa conscience. Puis concertation sur des solutions. Non! C'est une bêtise. C'est pas sa mission. Non, c'est une bêtise. Parce que, évidemment, lorsque vous êtes nommé comme ministre de la Jeunesse, on suppose que vous maîtrisez les problèmes des jeunes congolais. C'est quoi? Bon, nous allons y revenir. Nous allons y revenir. C'est que vous maîtrisez les difficultés auxquelles la jeunesse congolaise fait face. Lorsque vous êtes nommé en tant que ministre de la Jeunesse, vous venez pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de la jeunesse. Vous ne venez pas ici pour commencer à convoquer des concertations. Oh, toi, ça la nini. Tu peux ça Congo chance. Tu peux ça Congo chance combien de fois? Toi aussi, tu peux chance. Il y a Kobong Samboka. Tu as la chance déjà. Tu as déjà reçu cette chance. Vous voulez qu'on vous accorde combien de chances? Quand une personne est nommée ou bien élue, il doit déjà avoir un projet. Il doit savoir tous les problèmes qui gangrènent la situation. Le gouvernement est réparti dans plusieurs organes, donc plusieurs ministères. Chaque ministère dans son secteur est censé apporter des solutions concrètes qui sont liées à son secteur. Quand vous êtes nommé ministre de ce secteur, le secteur de la jeunesse bien évidemment, c'est que vous connaissez le problème auquel la jeunesse fait face et que vous venez bien évidemment pour apporter des solutions à cette jeunesse. Vous ne venez pas pour apprendre, vous ne venez pas là-bas pour tâtonner. La demoiselle est en train de tâtonner.
Madame Aïgana. Mais bien sûr, c'est comme si elle ne maîtrise pas ce pourquoi elle est censée faire comme travail. Et c'est décevant de nous donner l'impression qu'évidemment, on vous a attribué des responsabilités auxquelles vous n'étiez pas en train de vous attendre. C'est décevant. De Madame Noëlla, elle ne maîtrise rien. Elle déçoit davantage. C'est une déception pour cette jeunesse. C'est comme, moi, j'ai comme impression qu'on a attribué les fonctions à cette demoiselle au moment où elle s'étendait le mois. Ah bon? Mais elle était vice-bourgmestre de la commune d'Engalé. Qui vous a dit que quand on est bourgmestre, on est compétent pour diriger le ministère de la jeunesse? Qui vous a dit ça? Mais elle a déjà eu au moins la gérance de la chose publique. La gérance dans quoi? On peut avoir une expérience dans la malversation des fonds publics. On peut être expérimenté dans la mégestion. Qui vous a dit que quand on a déjà géré, on est habilité d'occuper telle autre fonction? Non. Donc Madame Aïgana est aussi zéro. Non, ça c'est une déception. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que le Parlement, les députés nationaux qui ont investi ce gouvernement, parce qu'ils étaient convaincus que le programme était le programme répondait bien évidemment aux attentes des Congolais, ce Parlement a le pouvoir ou le devoir de faire pression à ce gouvernement pour qu'il rencontre les besoins de la population. Est-ce que, s'il vous plaît, c'est une belle parenthèse, est-ce qu'on a juste besoin que l'IGF ouvre des enquêtes sur un ministre pendant que les parlements et les contrôleurs par excellence? C'est pourquoi j'ai dit que même les... Vous voyez le plus grand problème que nous avons dans notre pays? Il y a des personnes, à chaque présentation du scrutin, veulent se porter représentants du peuple, au moment où ils n'ont même pas la connaissance ou la maîtrise de ce à quoi ils ont comme travail au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs députés nationaux qui ne savent pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Les députés nationaux n'ont pas... Le député national n'a pas que le devoir de légiférer des lois. Je suis désolé de vous dire. Il contrôle aussi le gouvernement. Il contrôle le gouvernement. Et le travail de l'UGF, c'est comme si l'UGF est en train de faire le travail des députés nationaux. Ok. Donc, écoutez, les députés nationaux ont un pouvoir de contrôle sur le gouvernement. C'est que lorsqu'ils remarquent que Arcel, qui est tel ou tel autre ministre, n'est pas en train de répondre valablement à ses devoirs, le gouvernement a la possibilité de les convoquer au niveau de l'Assemblée nationale par une question-réponse pour qu'ils répondent des questions des députés nationaux. Très bien. La question même, c'est de savoir, est-ce que les députés sont même à l'écoute de la population? Est-ce que les députés de notre pays maîtrisent les difficultés auxquelles les Congolais font face? C'est ça la question. Est-ce qu'ils maîtrisent les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés? Parce que s'ils étaient conscients des difficultés auxquelles la population fait face, ce gouvernement ne pouvait pas être tranquille. Il devait y avoir des motions de censure ou des motions de défiance contre tel ou tel autre ministre. Actuellement, on peut mettre les présidents à côté puis attaquer le gouvernement. Laissez Félix Tshisekedi tranquille. On doit attaquer qui? Attaquer Mme Simounou avec son gouvernement parce que c'est eux qui doivent répondre aux difficultés auxquelles la population a fait face. Mais certaines personnes disent qu'ils ont voté le président Félix, sinon le gouvernement. Écoutez, vous avez voté le président Félix pensant que le président Félix avait le pouvoir de répondre à vos besoins. Ce n'est pas le président Félix, même s'il a cette volonté, c'est le gouvernement qui doit exécuter. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est lui qui préside le conseil des ministres. Le président, il conseille, parce qu'évidemment, c'est lui qui assure par son arbitrage le bon fonctionnement des institutions. Mais s'il est déjà rassuré, telle ou telle autre institution fonctionne et il n'y a aucune institution qui est bloquée par telle ou telle fonction, qu'est-ce que vous voulez que le président fasse? Son travail, c'est de s'assurer que toutes les institutions fonctionnent régulièrement. Tu peux me citer une institution qui ne fonctionne pas régulièrement? La compétence, elle est d'attribution. L'Assemblée nationale où le Parlement a le pouvoir de mettre pression sur Mme Simounou et son gouvernement pour qu'il rencontre les besoins de la population. Et la population doit arrêter de regarder Félix Tshisekedi. Vous devez regarder vos députés nationaux que vous avez envoyés, qui ont le pouvoir de parler à votre nom et pour votre compte. Très bien. La population doit mettre beaucoup de pression aux députés nationaux et puis les ministres, puisque c'est eux qui guident la politique actuellement. Mais c'est eux! Maintenant, la question, le gouvernement s'est mis 75 jours après l'investiture. Vous avez trouvé rien de concret? Non, mais jusqu'à présent, madame n'a rien fait. Est-ce que l'avenir semble lumineux? On doit espérer au moins qu'il y aura des choses de bon à l'avenir. Écoutez, moi, je ne suis pas un prophète de malheur. Hein. Je suis un analyste objectif. Lorsque je fais mes analyses, c'est sur des faits qui sont concrets. Et quand je
je fais des analyses, je fais des propositions, et puis voilà. Mais ce Pour- qui est oui, sûr, c'est c'est ça. qui est sûr, depuis qu'ils sont là, Hmm? ils ne font rien. Depuis qu'ils sont là, ils ne font Non. rien. Tu ne peux pas me dire une action qui a été menée par le gouvernement central qui a rencontré les besoins des Congolais. Parce que depuis qu'ils sont là, c'est comme s'ils n'existent pas. Moi, je suis de l'Union sacrée. Hein. Hmm? Vous serez très surpris de m'entendre parler comme ça. Ce que je dois, c'est que nos amis de l'Union sacrée ou nos communicateurs de l'Union sacrée doivent comprendre, c'est que nous avons la responsabilité de dire vrai. Parce que la RDC, c'est notre pays. Vous comprenez? Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Arrêtons de donner l'impression aux gens que ça va tant que ça ne va pas. Donc, actuellement, l'Union sacrée, rien ne marche. Non, pas l'Union sacrée. Le gouvernement ne rencontre... Parce que quand vous parlez de Le l'Union sacrée... gouvernement, c'est les peines de l'Union Non, sacrée. quand vous parlez de l'Union Li- sacrée, vous me mettez dedans. Bon, Moi, je n'ai pas la le gouvernement, responsabilité. Moi, je n'ai- pouvez-vous me citer un opposant qui est dans le gouvernement? Eh non, mais au niveau de... non, Mais le écoutez. gouvernement, c'est les peines de l'Union sacrée. Ils Écoutez. se sont partagés les postes. Écoutez, Maintenant, écoutez, le gouvernement... Arsène, vous m'amenez encore sur d'autres notions que je ne vais pas évoquer aujourd'hui. Écoutez, lorsqu'on nomme Premier ministre, la loi dit que le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. très bien. Les membres du gouvernement ne sortent pas des familles politiques. C'est décevant encore, notre pays. Nous voulons une chose et son contraire. J'étais très déçu d'entendre plusieurs acteurs politiques passer. Oh non, nous on a 11 députés, on n'a pas eu un ministre. Qui vous a dit que pour avoir un ministère, vous devez avoir 11 députés au Sénat? Non, personne ne les a dit, mais c'était un accord. Non. Un contrat doit être Il n'y a, respecté. il n'y a- il n'y a pas, Eliezer il n'y a nous pas a- question d'accord. Il n'y a pas question d'accord qui peut prévaloir sur des règles qui sont revêtues des caractéristiques des règles de droit. Aucun accord ne peut se prévaloir sur une règle de droit. Est-ce que la Constitution permet que les présidents de la République créent une plateforme politique? J'ai dit ceci. La Constitution permet que le Premier ministre sorte d'un poids politique. C'est que comme tu es là, si tu es revêtu de compétences avérées, c'est possible que tu deviennes ministre. Ok. Tu n'as pas besoin d'appartenir à un parti politique pour devenir ministre de ton État. C'est décevant. Où est-ce que nous allons? C'est comme si à un moment donné, nous mettons nos cerveaux de côté. Non. Apprenons à lire le fonctionnement de notre État. Je me pose la question, il y a plusieurs jeunes qui sont revêtus de compétences avérées. Comme mon président Honoré Mvula, par exemple. Le monsieur méritait d'être en même... C'est du Djalé, là. Non, c'est pas du Djalelo. Je vous dis, c'est un homme, c'est un cerveau. La preuve, c'est moi qui suis devant vos caméras. Vous Il est pouvez votre mentor. Il est mon président. Moi, je ne défends pas n'importe qui. Vous demandez qu'il puisse adhérer au gouvernement. Vous demandez au président de la République. Non, je ne demande pas au président de la République. Je pose la question au président de la République. Pourquoi seulement se focaliser dans certains partis politiques parce qu'ils ont tel ou tel autre poids politique au moment où ils vous proposent des personnes qui ne rencontrent pas les besoins ou les attentes des Congolais? Parce que c'est la Constitution. Non, la Constitution n'a pas dit ça. Arrêtez de faire dire la Constitution ce qu'elle n'a pas dit. Non, la Constitution n'a pas dit ça. Aucune disposition de la Constitution ne dispose que pour être ministre, vous devez faire partie d'une famille politique ou d'un Mais parti vous devez sortir de la majorité parlementaire. C'est le Premier ministre. Point barre. Et les membres qui composent le gouvernement, il n'y a aucune disposition légale. Maintenant, avant que jamais un parti politique peut constituer plus de 300 députés, il faut du coup qu'il puisse avoir une coalition. J'ai Maintenant, dit, si vous voulez une coalition, cette coalition va concerner que la nomination du Premier ministre. Écoutez, c'est ça même la raison de l'informateur. Lorsque le président de la République constate qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas une famille politique ou un parti politique qui a atteint plus de 250 députés, le président de la République a la possibilité de nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça. Pour une seule mission. Chercher comment créer une majorité qui peut nous faire sortir. Maintenant, est-ce que les partis politiques là vont se livrer à vous pour que vous constituiez la majorité parlementaire sans pourtant qu'il y ait un accord? C'est ça la question. Écoutez, c'est ça le problème. Vous voyez, lorsque vous nommez des personnes sur base d'un accord, voyez les conséquences. Lorsque je nomme Arcel, parce qu'il fait partie de telle ou telle autre famille politique, lorsque Arcel est nommé en tant que ministre, le comble c'est quoi? Le comble c'est que Marcel
Arcel va faire d'abord un effort, bien évidemment, de satisfaire sa famille politique qui a fait de lui. C'est que du coup, vous rejoignez l'idée des chefs de l'État de la révision de la Constitution. Mais écoutez, nous sommes de ceux... Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut réviser la Constitution. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons changer la Constitution. Changer la Constitution. Parce qu'évidemment... Donc vous allez même plus loin, pas réviser, mais changer. Moi, je ne suis... Écoutez, Arcel, je suis un juriste, je lis beaucoup. Et j'ai fait vraiment des analyses sur des dispositions constitutionnelles de notre pays. Je trouve que notre pays est dans une situation qui nécessite un changement total de la Constitution. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vote une règle de droit, une règle de droit, c'est une règle qui tient compte des facteurs de droit. Lorsqu'on parle des facteurs de droit, ce sont des difficultés auxquelles la population fait face. Il faut que notre Constitution rencontre les besoins de notre population. Très bien, monsieur John. Station, on nous signale qu'ils sont pratiquement à la fin. Gouvernement suivi à 75 jours après, c'est notre évaluation à mi-parcours. Il n'y a rien de concret. Une déception totale. Très bien. Nous prenons juste une petite parenthèse. Bon, un petit point. C'est un grand point, mais faute de temps, nous sont pratiquement à la fin. C'est juste 2 minutes. Vous donnez votre avis, votre lecture par rapport au gouvernement suivi. On doit espérer à quoi? Kinshasa, les infrastructures. C'est en décadence, c'est l'électricité, l'insécurité partout dans la ville de Kinshasa. Il y a même un sujet qui aborde actuellement le sujet d'enlèvement marié que le gouvernement nous dit que c'est une pièce de théâtre montée à tout effort pour dénigrer ou bien discréditer le gouvernement. C'est quoi votre lecture? Est-ce que le gouvernement Daniel Bumba promet un avenir meilleur? 2 minutes, on doit clôturer. Daniel Bumba vient d'être investi. J'ai appris que c'est récemment qu'il a convoqué son premier conseil des ministres. Je suis de ceux qui pensent que nous devons d'abord l'accorder une chance. On doit l'accorder une chance. Daniel Bumba. Bon, parce que c'est très tôt de porter un jugement sur lui parce qu'il vient à peine de commencer. Et il a lancé les travaux pour la première fois. Attendons voir ce que ça va apporter comme résultat. Et à ce moment-là, nous pourrions tirer des conséquences. Actuellement, mais comment pouvez-vous, de l'autre côté, gouvernement central, vous avez directement jugé... Le gouvernement central a plus de jours. Nous avons déjà plus de 75 jours, si je ne m'abuse pas. Bientôt 100 jours. Daniel Bumba n'a que 20... Depuis l'investiture, on parle... Il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes au niveau de la nomination de certains généraux. C'est lui plutôt qui avait violé la règle. C'est pourquoi j'ai dit c'est un problème de maîtrise des règles. Vous savez... Daniel Bumba n'a pas de maîtrise des règles des droits. Vous savez, Arcel, lorsque vous êtes nommé directeur d'Antoine Télévision et que vous n'avez aucune maîtrise sur la gestion ou l'administration de la chaîne, un conseil, ayez quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider à prendre des décisions raisonnables. Est-ce que vous pensez que Daniel Bumba a nommé les ministres sans pourtant avoir... Si c'était le cas, on ne pouvait pas assister à ce théâtre. Très bien. Dernier mot, Daniel Bumba, on doit l'accorder une chance. Messieurs et dames, chers fidèles spectateurs, vous avez quelques mots à éventrer, puis on clôture l'émission. En tout cas, je vous remercie pour l'honneur et surtout l'attention que vous avez accordée à cette émission. Nous aussi, les plaisirs partagés. Et je remercie évidemment le président national de mon parti, Excellence Honoré Mvola, pour la confiance qu'il ne cesse de renouveler à ma modeste personne. Je peux vous demander son entrée au présidium. Non, mais il n'y a aucun poids politique. Je ne demande pas. Lui, il fait partie de ceux qui ont mis en place l'Union sacrée. Je crois que c'est un autre sujet. On peut revenir prochainement. Et je salue également honorable Justin Kabanda qui nous suit à partir de Lubumbashi. Merci. Chers fidèles téléspectateurs, messieurs et dames, nous sommes à la fin de cette émission. Daniel Bumba, tout le baninga, la peau, oyoka facilement. Maboulouza partout à la ville-province de Kinshasa. Vous devez réagir puisque la saison pluviale arrive. Mois de septembre, c'est Kinshasa. On ne sait pas si nous serons complètement dans quelle vallée tu habites aux océans. Sur ça, vous devez réagir vite avant qu'il puisse avoir des dégâts, des inondations pendant la saison des pluies. On se retrouve très très prochainement avec un autre numéro. Bye.